Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, favoriser une gestion axée sur les résultats et l'adoption de l'intelligence artificielle dans la gestion des projets ministériels, ce sont ici des propositions formulées par le professeur Thierry Hanza dans son ouvrage intitulé La gestion des projets ministériels, un manuel qui fournit des outils concrets pour renforcer l'efficacité et la transparence de l'action publique. La grande interview, c'est maintenant. Bonjour professeur, Bonjour, comment allez-vous? je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien également, merci. Quelles sont vos impressions d'être parmi nous à Tcheleka Media après avoir effectué un long périple dans plusieurs autres chaînes? Écoutez, c'est très gentil de m'avoir invité et c'est très gentil également de vous intéresser au livre parce que, comme vous le savez, c'est le seul au monde qui s'intéresse justement à la gestion des projets ministériels. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes un chirurgien général et spécialisé dans les transplantations du foie et de l'intestin et des reins. Avant de parler de votre livre, dites-nous comment se porte ce domaine aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est ce qui se passe au Congo. On peut dire d'emblée, il ne se passe rien puisqu'on ne fait pas de greffe d'organes au Congo. Il y aurait, semble-t-il, un projet de greffe de reins. On m'en aurait parlé, mais c'est loin d'être concrétisé et il faut passer par plusieurs étapes avant d'y arriver. La deuxième chose, c'est que effectivement, je suis spécialisé dans ce type de transplantation, simplement parce que j'ai fait toutes mes études secondaires et mes études médicales en France, que la France m'a ensuite, je suis devenu chirurgien général, et la France m'a ensuite envoyé en Belgique, aux États-Unis, me former à la transplantation d'organes. Et je suis revenu en France pour créer le premier centre de transplantation du foie chez l'enfant en France, au CHU Paris 11, à l'hôpital Bicêtre. Et j'ai également créé le premier centre de greffe intestinale chez l'adulte au CHU de Nice, en France. Donc c'est un domaine que je connais bien, mais pour l'instant, pour l'Afrique, il y a des centres de greffe rénale, mais si vous avez des questions dessus, on pourra en parler. Mais à mon avis, la mise en place n'a pas été faite correctement. En revanche, au Congo, il n'y en a pas. J'ai envie de vous poser une question. Bon, puisque vous avez dit au Congo, il n'y en a pas, j'aimerais vous poser la question de savoir quelles sont les principales difficultés que rencontrent les chirurgiens ici en République du Congo? Alors, ça dépend. En greffe ou en chirurgie en général? En chirurgie de manière générale. En chirurgie de manière générale. D'abord, il y a de moins en moins de chirurgiens au Congo, il faut le savoir. On va prendre simplement l'exemple du CHU, puisque c'est le seul CHU au Congo-Brazzaville et c'est l'hôpital de référence pour tout le pays. Mes collègues chirurgiens ne sont pas du tout heureux du fonctionnement de leur service. Je vous donne un exemple. Le service de chirurgie digestive, en ce moment, ne peut opérer qu'une fois par semaine. Et il ne peut planifier que 3 malades. Et sur les 3 malades, il ne peut opérer que 2 malades. Cela est dû à quoi, professeur? Alors, j'ai les explications qui m'ont été données par mes collègues. D'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel au bloc opératoire pour endormir plus de malades, semble-t-il. Il y aurait un problème de respirateurs, il n'y en aurait que 4, et il y a plusieurs disciplines chirurgicales. Le deuxième problème, c'est la motivation et les paiements des salaires. Vous le savez, les paiements de salaire ne se font pas régulièrement au CHU, et je crois qu'il y a plusieurs mois d'arriérés actuellement, et ça a complètement démotivé les équipes, ce qui fait qu'au bout d'abord, on commence les interventions 2-3 heures plus tard que ce qui était prévu. Ensuite, les interventions se terminent beaucoup plus tôt parce que les collègues qui les endorment, les médecins anesthésistes réanimateurs, disent bah, écoutez, je suis désolé, mais à cette heure-ci, moi je rentre chez moi, bon, on a fait 2 malades, ça suffit. Voilà. Et puis, il y a bien entendu tout l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 infirmières spécialisées pour les blocs opératoires. Donc, il n'y a aucune filière qui forme les infirmières de bloc opératoire. On travaille donc avec du personnel non qualifié. Et en ce qui concerne la chirurgie, par exemple, vous parliez des difficultés.
L'hôpital de Ouesso a été créé, il n'y a pas de chirurgien. Voilà. Et on prévoit d'en faire 12 hôpitaux généraux. Il y en a quelques-uns qui ont été créés, mais où il n'y a pas de chirurgien. Donc, il y aurait d'autres problèmes, le personnel non qualifié, la non-motivation, l'état le plateau technique. Il y aurait beaucoup de choses à régler. D'accord, professeur. On reste toujours dans votre domaine, celui de la chirurgie. On parle actuellement, ça devient récurrent, de la chirurgie esthétique. Quelle lecture faites-vous de ce type de chirurgie de manière générale en Afrique? Alors, jusqu'à il y a peu, il n'y avait que 3 endroits où ça se pratiquait en Afrique. Il y avait la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud. Et de plus en plus de pays africains s'intéressent à la chirurgie esthétique, en particulier le Sénégal et le Cameroun. Le problème de la chirurgie esthétique, c'est que quand on quand on veut être opéré pour paraître plus beau, généralement, il faut savoir dans quelle discipline, enfin pour changer quoi. Et en ce moment, on change quoi? On se rajeunit avec des injections de Botox, avec le lifting, c'est-à-dire on remonte la face pour avoir un meilleur aspect, on enlève la graisse excessive au niveau du ventre, etc. Mais toute chirurgie a des complications. Et il faut savoir qu'en Afrique, on n'a pas les mêmes conditions chirurgicales que dans beaucoup de pays occidentaux. Il se trouve qu'au Cameroun, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc et en Afrique du Sud, il semble que les cliniques ou les endroits où on opère correspondent aux normes internationales. Mais au Congo, par exemple, si on se lançait dans la chirurgie esthétique, on s'exposerait beaucoup, pour toutes les raisons que je vous ai données, à des complications. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme complication? Vous ouvrez la peau, ça peut s'infecter. L'infection. Ça peut saigner également. La cicatrisation peut se faire mal. Alors, si vous avez été opéré sur une partie qui est visible de l'extérieur, comme la face, revenir en arrière va être extrêmement compliqué. En revanche, si c'est une chirurgie qui est faite dans le ventre, cachée par les vêtements, à la limite, on peut s'en sortir. Donc, il faut bien réfléchir avant de se lancer dans ce type de chirurgie. Alors, pour les personnes qui vont nous suivre, qui prennent plaisir à vouloir changer certaines parties de leur corps, quel message vous pouvez leur adresser? Bah, changer une partie de son corps, d'abord, personnellement, je trouve que c'est excessif. Excessif, hein? Oui, je pense que c'est excessif. De toute façon, on est né ce qu'on est, il faut être fier de ce qu'on est. Et d'ailleurs, je vais dire, la fierté de soi, accepter ce qu'on est, à mon avis, c'est la première chose à faire, parce que c'est ce qui nous permet de nous positionner dans le monde. Si on commence à fonctionner selon le regard des autres, à mon avis, on s'expose à beaucoup d'autres complications dans la vie. Parce que vouloir changer son aspect, ça veut dire être attentif à ce que les autres pensent. Et ça, à mon avis, c'est une erreur. Voilà. D'accord, professeur. On va présenter dans le vif de notre sujet. Il s'agit notamment du manuel sur la gestion des projets ministériels. Mais avant tout, professeur, on aimerait savoir, parce que vous êtes à la base un médecin, comment avez-vous fait pour migrer de la chirurgie, encore de la médecine, à la gestion des projets ministériels? C'était très simple. D'ailleurs, c'est un des problèmes qui se posent actuellement dans tous les ministères. Il faut savoir que j'ai été nommé en 2022 chef du projet de réforme de l'enseignement des agents de santé non médecins. Donc la formation des infirmières, sages-femmes, techniciens de laboratoire, etc. Toutes les disciplines non médicales. Et lorsque je suis arrivé là, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que, et c'est normal, on fait appel à des spécialistes dans le domaine qu'on veut changer. Et en l'occurrence, ici, c'était un domaine médical. Donc on fait appel à un médecin comme chef de projet. Mais la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas formé à gérer un projet. Donc, on se rend compte qu'il va falloir acquérir des compétences dans ce domaine. Et puis, on s'aperçoit finalement qu'au-dessus, ceux qui vous confient ces responsabilités ne sont pas non plus formés à la gestion de projet, ne savent pas suivre les projets. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit, il y a 2 choses qui m'ont conduite justement à écrire ce livre. En 2022,
les dépêches de Brazzaville ont publié un article qui montrait que 63% des projets du ministre de la Santé et du ministre de l'Énergie n'avaient pas abouti, n'avaient pas été concrétisés. Et donc, les gens se posaient des questions, c'est de l'argent public qui a été investi et qui n'a pas donné les résultats escomptés pour la population. Parce que tout ça, c'est quoi? Tout cet argent, il est mis pour que les conditions de vie de la population changent. Or, dans 63% des cas, là, ça n'a pas changé. Et on se pose des questions. Et la deuxième chose qui m'a conduit à me rendre compte qu'il fallait absolument écrire ce type de livre-là, c'est que en 2022, le gouvernement, conscient de ce que je viens de dire justement, a décidé de changer le mode de financement des ministères. Avant, on donnait ce qu'on appelle un budget moyen, un budget de moyens. Donc, le ministère dit, moi j'ai besoin de temps pour payer les salaires, pour le fonctionnement, voilà. Et donc, on lui donnait cet argent, un peu majoré par rapport à l'année d'avant, mais il n'y avait aucun contrôle sur l'utilisation de cet argent. Et les résultats pratiques pour la population, on ne les évaluait pas non plus. Or, il fallait absolument accepter, ou plutôt mettre en application les recommandations de la CEMAC, qui datent qui sont beaucoup plus vieilles, qui disaient on ne peut plus continuer avec le budget de moyens, il faut absolument la performance des résultats. Et donc, en 2022, il y a eu une loi de programme, comment on appelle ça, une loi qui a été votée, qui a donc décidé qu'il fallait changer le mode de budget, de financement des ministères, passer du budget de moyens au budget programme. Mais le budget programme mettait l'accent sur la performance. C'est la gestion axée sur les résultats. On vous donne de l'argent, mais vous devez dire pourquoi et ensuite montrer votre bilan. Et là, je me suis dit, c'est une très bonne chose. Il va falloir effectivement apporter des outils pour que on concrétise un peu plus de projets ministériels, parce que mon expérience me montrait qu'on ne pouvait pas continuer de fonctionner comme on fonctionnait. Mais un dernier point aussi à comprendre. Imaginons que le ministère de la Communication décide de réformer des choses, etc. Il va faire appel à un journaliste, disons à quelqu'un du domaine, pour travailler sur cette réforme-là. Mais la personne du domaine n'est pas forcément formée à la gestion des projets que l'on va décider de mettre en place. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis médecin, on m'appelle pour réformer un système, mais je ne suis pas formé à la gestion des projets nécessaires pour réformer le système. Et dans tous les domaines, dans tous les ministères, ça se passe comme ça. Il y a ici une direction du plan dans les ministères, une gestion du plan dans les ministères, mais on ne peut pas demander à cette direction-là de s'occuper de gérer tous les projets du ministère. Donc, je me suis dit, il faut, former les ministres à la notion et même aux compétences de la gestion des projets, parce que ce sont eux qui vont diriger les comités de pilotage. Mais diriger un comité de pilotage, ça veut dire maîtriser le langage des projets que vous avez initiés. Donc, il faut les former à ça. Et il faut former aussi les chefs de projet à ce langage-là, aux équipes qui vont travailler sur les projets à ce langage-là, si nous voulons augmenter le nombre, le pourcentage de projets concrétisés dans les ministères. C'est l'origine de ce livre-là. D'accord, professeur, on va en parler en long et en large. Mais ici, j'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi l'ancien ministre de l'économie et des finances, je cite Jean-Baptiste Hondaye, pour la préface de ce livre. C'était la personne idéale pour une raison très simple. Le ministre Hondaye a été formé, je ne sais pas si vous le savez, il a un diplôme d'études supérieures en économie. Mais il est également, dans son diplôme, il y avait une option qui s'appelait management, ou planification plutôt, planification des projets gouvernementaux. Voilà. Donc, c'était la personne qui avait le profil idéal pour ça, sachant qu'en plus, il a travaillé pendant longtemps au ministère du Plan. Mais c'est quoi le ministère du Plan? Les gens ne savent pas ce que c'est le ministère du Plan. Vous savez, quand le futur président fait sa campagne,
il va dire son projet de société. Ce projet de société, à un moment donné, il va falloir l'appliquer. Comment ça se passe? Ce projet de société est remis au ministère du Plan, qui va le transformer en plan national de développement. Et ce plan national de développement va donc comporter tout ce que le candidat voulait faire au départ. Et quand les ministres sont nommés, on leur demande d'appliquer les directives du plan national de développement. Donc, dans son secteur, chacun fait des projets. On pourra parler du programme, différence entre programme et projet après, mais il va faire ses projets. Il va les soumettre au ministère du Plan. Et le ministère du Plan va dire, ça correspond effectivement aux orientations du plan national de développement. Et il va valider ou pas. Et le ministre Hondaille a pendant longtemps été directeur général au ministère du Plan. Donc, c'était vraiment la personne qu'il fallait pour préfacer ce livre. D'accord, professeur. Le manuel sur la gestion des projets ministériels, lorsque vous avez écrit ce livre, est-ce que vous avez tenu compte de nos réalités à nous? Est-ce que cet ouvrage s'harmonise avec la réalité managériale de notre pays? Alors, je vais vous raconter une histoire. J'étais en réunion avec le ministre de l'époque et il a dit « Le plus gros défaut du professeur Ianza, c'est de ne pas connaître les réalités locales. » Mais dans ce type de projet, le plus gros défaut, ça va être justement de prendre en charge les réalités locales sans commencer par l'existant. L'existant, ce sont les normes. C'est un peu comme si on disait, on va construire un hôpital selon les réalités locales. Non. On va construire un hôpital selon les normes, les standards internationaux, et faire en sorte que on forme les gens pour pouvoir travailler selon les standards internationaux pour le bien des populations. Donc, la gestion des projets a un seul objectif, le bien des populations. Et pour ça, il faut partir d'outils existants. Et ensuite, ça, je peux comprendre ça, au bout d'un certain temps, donc des normes qui sont dans ce livre-là, on va, au bout d'un certain temps, évaluer quelle est l'efficacité ou pas de certains outils internationaux dans la gestion de nos projets à nous, et si éventuellement il faut apporter des modifications. Mais il faut bien partir de quelque chose. D'accord, pendant qu'on y est, quelle lecture faites-vous sur la gestion des projets ministériels, sur la gestion actuelle plutôt des projets ministériels? J'en ai un peu dit un mot tout à l'heure. Je pense que d'abord, il y a une chose qui est très importante. Avant de décider de faire un projet, il faut que vous fassiez le point de l'existant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On part d'où? On veut aller où? Ce travail-là, il n'est pas fait dans le pays. C'est simplement, je viens, je dis, j'aimerais bien améliorer tel système dans le pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Qu'est-ce qui va? Comment je vais l'améliorer? Avec qui? Etc. Cette réflexion préalable, nous ne la faisons pas. Donc, on va débuter quelque chose, et puis on va pas y arriver aussi parce que les équipes qu'on va mettre en place, eh bien, d'abord, on ne naît pas ministre, on devient ministre. Mais si on ne connaît pas les outils managériels pour la gestion des projets, comment on va copiloter, comment on va piloter le comité de pilotage, comment on va faire pour le diriger, comment on va suivre les projets. Aujourd'hui, avec le budget programme qui est axé sur les résultats, le ministre est directement responsable du succès ou de l'échec. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Et donc, pour ça, il vous faut maîtriser les outils, mais pas seulement vous. Dans le livre, vous avez dû voir qu'il y a un outil qu'on appelle le PMBOK. Le PMBOK, qu'est-ce que c'est? C'est une université qui a identifié les compétences que vous devez maîtriser pour pouvoir gérer efficacement le projet. Et donc, ma proposition à moi, c'est que tous les ministres soient formés à ces compétences-là pour pouvoir plus facilement suivre les projets et comme ça, les concrétiser, les faire arriver à leur terme. Donc, pour répondre à votre question, oui, allons chercher des experts dans les domaines que nous voulons changer, mais formons-les aux outils des projets pour que le langage soit commun. Si vous ne maîtrisez pas le même langage, vous ne pourrez pas
concrétiser les choses. Et ce livre apporte ce langage commun. Comment on a une idée, comment on met en place cette idée, tout le monde doit savoir comment on fait ça. Ensuite, comment on va planifier les choses, comment on va suivre les choses, avec quel outil, etc. Et donc, le livre apporte tous ces éléments-là, et comme ça, c'est plus facile pour le ministre, pour les collaborateurs, en parlant le même langage, de pouvoir avancer, concrétiser les projets. D'ailleurs, le budget programme, vous avez parlé de la gestion axée sur les résultats, je trouve ça exceptionnellement bon pour le pays pour une raison simple. Vous partez d'une idée, vous la mettez en place, mais vous avez obligation, à la fin, d'être performant, au bout d'un délai que vous-même vous avez fixé. Vous dites, moi, dans 1 an, je veux atteindre tel objectif, très bien, on va vous suivre, et puis au bout, vous avez réussi ou pas réussi, ce qu'on ne faisait pas avec le budget de moyens. Le 23 juin dernier, le Premier ministre présentait à son gouvernement la feuille de route de ce nouveau quinquennat. Il a parlé de la lutte contre les comportements déviants et de l'urgence de concrétiser le projet de société du chef de l'État. Alors, quelles sont les pistes de solutions que votre ouvrage propose pour que les politiques puissent mener à bien les orientations qui leur ont été données? Alors, les orientations, c'est ce qu'on appellerait dans un projet, c'est ce qu'on appellerait un programme. C'est une orientation politique, une stratégie politique. Mais cette stratégie-là, elle doit être transformée en projet. Par exemple, nous voulons améliorer le système sanitaire. C'est une orientation politique. Très bien. Maintenant, pour ça, c'est quoi améliorer le système sanitaire? Il va falloir définir ça. Mais ça va être les indicateurs de performance. Par exemple, on va dire, j'aimerais que, on va partir d'une étude qui va dire, au CHU ou dans les hôpitaux en général, la mortalité est trop élevée, on a dénombré tant, un pourcentage de morts par exemple par patient hospitalisé. Très bien. On va avoir comme objectif qu'on va définir une diminution de tant de pourcents de morts dans les hôpitaux. Et ça sur une période qui doit être définie. On doit dire à ce moment-là, parce que le budget de programme, ce sont des plans qui sont établis sur 3 ans. Donc on va dire, dans 3 ans, il faut que le taux de mortalité dans les hôpitaux baisse de tant de pourcentage. On est parti avec un objectif qui est très clair. Quand le Premier ministre donne les objectifs, il n'y a pas ces notions-là d'indicateurs de performance. Il y a des objectifs. C'est maintenant au ministre de transformer ça en plan, en programme, et puis en projet avec des projections chronologiquement définies. On veut faire ça, et dans 3 ans, il faut qu'on atteigne tel objectif. Et cet outil-là, ce livre-là, amène justement les façons de faire, la méthodologie, comment faire pour atteindre ces objectifs que l'on dit SMART. SMART veut dire simplement que c'est spécifique. Dans ce cas particulier, ça va être pour les morts, spécifique à la mortalité dans les hôpitaux. Ça doit être mesurable. On doit voir, et c'est là où, quand c'est mesurable, on a l'indicateur de performance. Je veux passer d'une mortalité de 50% à une mortalité de 30%. Ça, c'est mesurable. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, voilà, c'est réaliste. On a le budget pour ça, on peut le faire, et c'est chronologiquement défini. Si au bout de 3 ans, vous n'avez pas atteint cet objectif-là, vous avez perdu votre pari. Si vous l'avez atteint, vous avez réussi votre pari. Le livre apporte le savoir-faire pour ça. Puisqu'on parle de l'accélération de la marche, si on comprend bien, cet ouvrage est un outil qui permettra aux politiques de pouvoir accélérer la marche dans l'accomplissement des objectifs qui leur ont été assignés, c'est bien cela? Alors, il y a plusieurs choses. Ce livre, oui. D'ailleurs, moi, j'avais préconisé que tous les ministres soient formés selon les recommandations du PMBOK et que toutes les administrations soient formées selon les recommandations du PMBOK et que ce livre soit utilisé pour justement qu'il y ait un langage commun et que on comprenne tous ce dont on parle quand on démarre un projet. Que chacun sache ce qu'il fait. Voilà.
Par exemple, vous avez confié une tâche, un projet à quelqu'un, on doit savoir qu'il y a un rapport qui doit être fait toutes les semaines, et dans ce rapport, ça n'est plus du bavardage, ce sont des indicateurs de performance qu'on va suivre. On a réussi à diminuer de temps, telle chose, voilà. Est-ce qu'on va atteindre notre objectif ou pas? Est-ce qu'il y a des risques? Tout ça, on va pouvoir, en utilisant ce document, répondre à ces questions-là. Maintenant, pour accélérer la marche vers le développement, il y a d'autres points à voir. La première chose, c'est que c'est quoi le développement? Moi, j'ai l'impression que les gens pensent que le développement, c'est avoir des tours jumelles, avoir le Radisson, Pour moi, c'est pas ça, le développement. Pour moi, le développement, c'est avoir des Congolais compétents pour faire ces choses-là. Est-ce que nous n'avons pas des Congolais compétents, professeur? Est-ce que ce sont eux qui construisent le Radisson? Est-ce que ce sont eux qui construisent les tours jumelles? Regardez la route Brazzaville-Pointe-Noire. Tous les jours, il y a des travaux, c'est très bien, d'aménagement. Mais qui les supervise? Ce sont des Congolais? Est-ce qu'il y a ici des universités qui forment des ingénieurs? C'est ça que, justement, je voudrais qu'on comprenne. Accélérons la marche vers le développement. Ça veut dire mettre en place des structures qui permettent de former des Congolais qui prendront en charge le développement du pays. Je vais vous donner un exemple simple. Quand il y a eu le Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait plus de médicaments. Les aliments, l'importation, il y avait des problèmes. Et puis, qu'est-ce qu'on avait encore comme problème? On avait des problèmes pour la santé, puisque on pouvait plus envoyer les gens aller se faire soigner à l'étranger. Si on tire des enseignements de tout ça, eh bien, on crée sur place ce qu'il faut pour que nous soyons parfaitement souverains, autonomes. Pour moi, le développement est égal à l'autonomie. Voilà. Maintenant, pour accélérer la marche vers le développement, il faut augmenter le pourcentage de projets concrétisés, et cet outil-là le permet. Professeur, justement, vous parlez de la formation du personnel. Dans la gestion des ressources humaines, il est indispensable, selon vous, de choisir le personnel sur la base des compétences. Pensez-vous qu'il est encore possible de promouvoir aujourd'hui la culture du mérite dans notre pays? C'est-à-dire placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que cela est encore d'actualité dans notre pays? Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On va se parler franchement. Aujourd'hui, est-ce que les curriculums vitae du Congo sont fiables? Si vous devez recruter quelqu'un, sur quelle base vous allez recruter la personne? Sur le nom de l'école d'où la personne est sortie au Congo, je ne parle pas de l'étranger, au Congo? Ou est-ce que vous allez recruter la personne sur les on-dit? Voilà. Ah oui, il a bien travaillé là, attention, il est compétent, machin. Nous fonctionnons comme ça en ce moment. Alors, transformons notre système éducatif pour que, lorsqu'une personne sort de telle école, on puisse dire oui, elle est sortie d'une école qui donne réellement des compétences. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. C'est la réalité. Donc, il y a des choses à modifier. Maintenant, la personne qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, oui, c'est l'idéal. Le mérite, je viens de vous parler du curriculum vitae. Aujourd'hui, malheureusement, le mérite, on va plutôt s'intéresser à ceux qui ont été formés dans des écoles reconnues, mais à l'étranger. Et là, on devrait effectivement faire en sorte que la diaspora, par exemple, puisse revenir participer au développement du pays. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument mettre en place. Professeur, si vous êtes demandé de mettre, sinon, si vous êtes demandé, par exemple, comment mettre fin au népotisme et au tribalisme dans les administrations publiques, tant privées, que diriez-vous? Je dirais d'abord que votre question, elle est dangereuse. Pas difficile à répondre. Non, c'est pas une question de difficulté. Là, en fait, c'est complexe. Puisque vous en parlez légèrement dans votre ouvrage, vous en parlez. J'en parle. Quand je vous parlais de PMBOK, le PMBOK donc donne des compétences pour gérer les projets, mais le PMBOK évolue tous les 2-3 ans. Et aujourd'hui, on a rajouté là-dedans l'éthique et la transparence. Si mon fils
être compétent. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas lui donner des responsabilités. Mais s'il n'est pas compétent, que je lui donne des responsabilités simplement parce qu'il est proche de moi, de ma famille, etc., à un moment donné, ça va être visible par la population. Et malheureusement, celui qui paye toujours en premier, c'est le président de la République. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce type de comportement, parce que celui qui fait ça, lui, il n'est pas en danger. Mais on altère l'image du président de la République. Donc je pense qu'il faut penser à cela, même demain, imaginons que les résultats ont été bons, etc. Mais si ces aspects-là deviennent trop récurrents, la population appréciera moins le travail qui a été fait par le gouvernement, parce qu'on ressortira ces problèmes-là. Donc, je pense que ceux qui appliquent cette façon de procéder devraient penser d'abord à celui qui les a mis aux responsabilités qu'ils ont, qui leur a confié ces responsabilités-là. Parce que ça met en danger l'image du président de la République. Finalement, vous avez répondu, professeur. J'ai répondu, mais c'était une question dangereuse. Dangereuse pour vous, pour nous, je ne sais pas. Non, parce que bon, il faut pas, on n'est pas là pour créer des conflits non plus, hein. Donc on est là pour essayer d'expliquer les choses calmement, clairement, d'essayer de faire avancer les choses chez nous, mais pas de créer des conflits, D'accord, professeur. Voilà. On va acheter le chapitre. Lentement et sûrement, nous arrivons à la fin. Nous allons parler à présent de l'usage de l'intelligence artificielle pour mieux piloter les projets ministériels, puisque vous en parlez dans votre manuel. Alors, professeur, on aimerait savoir quelles compétences les fonctionnaires doivent-ils acquérir d'urgence pour ne pas se laisser dépasser par ces nouveaux outils technologiques. Je pense, d'abord, c'est intéressant de parler de l'intelligence artificielle parce que nous avons l'impression, comme toujours, quand on nous apporte un savoir, nous sommes les premiers à nous précipiter vers ce savoir sans nous poser des questions. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle comme si ça devait tout remplacer. En médecine, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Une personne qui vient vous consulter, c'est une personne. C'est pas un outil. C'est pas un ordinateur. Cette personne a une vie. Et sa vie peut être responsable des maladies qu'elle a. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Ça peut être le stress au travail. Ça peut être le stress familial. Ça peut être la perte d'être cher, etc. La difficulté, les difficultés que la personne a rencontrées pour arriver au niveau où elle est. Mais vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour faire un diagnostic. Vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour les examens biologiques, pour la radiologie. OK. Et à partir de là, vous allez traiter. Mais vous n'avez traité que ce qui est visible. Mais ce qui est invisible, la personne, l'intelligence artificielle ne vous en parle pas. Maintenant, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour son travail, par exemple. Vous l'avez déjà utilisé, je suppose? Vous l'avez déjà utilisé? Déjà, oui, un outil de recherche. Voilà. C'est même pas un outil de recherche. C'est un outil de réponse. Vous mettez une question, on vous apporte tout cru la réponse. Entre le moment où vous avez posé la question et le moment où la réponse arrive, vous n'avez fait aucun effort pour chercher tout ce qui est dans la réponse là. Elle est déjà là devant vous. Donc, progressivement, on perd la capacité à réfléchir, à se remettre en question, à voir si le travail qu'on avait fait antérieurement était correct ou pas. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de métacognition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd la capacité d'être un être humain. On devient l'esclave d'un outil qui vous donne tout. Et donc, vous êtes incapable d'analyser les choses maintenant. Vous êtes incapable de critiquer. Ce que vous dit l'intelligence artificielle devient la vérité absolue. Or, l'intelligence artificielle elle-même vous dit, et à la fin, quand vous lisez bien, l'intelligence artificielle peut se tromper. Peut faire des erreurs. Mais qu'est-ce qui prend ça en compte? Personne. Vous avez la réponse, vous êtes content, c'est parti. Et pourquoi vous proposez l'intelligence artificielle? Je la propose, voilà.
Donc, je la propose parce que quand vous avez, par exemple, une idée de projet, vous allez penser d'abord à la conception. Ensuite, vous allez passer au stade après de la répartition des tâches, le listing des tâches. Vous allez voir quelles sont toutes les tâches à faire pour pouvoir identifier le profil des gens qui vont travailler avec vous et dans quelle tâche, quel projet. Vous allez découper tout ça en projets, etc. Maintenant, vous pouvez, à la fin, quand vous avez fait tout ça, au moment de la conception, hein, vous allez faire aussi la planification, mais vous n'allez pas encore initier. Avant d'initier, vous pouvez faire appel à l'intelligence artificielle pour vous conseiller sur l'application que vous allez utiliser, par exemple pour le tableau de bord, pour le pilotage du projet. Est-ce que vous allez utiliser le diagramme de Gantt pour ce projet-là? Est-ce que vous allez utiliser le diagramme de perte? Voilà. Pour moi, l'intelligence artificielle sert à ça, mais pas à concevoir tout le projet. Parce que, comme vous l'avez dit aussi, il y a des réalités locales. On va regarder les réalités locales, les coupures de courant, le manque d'eau, les routes parfois. Voilà. Donc, on ne peut pas transposer ce qui se fait en Occident, ici, sans avoir cette capacité de réflexion et d'analyse que l'on doit conserver. L'intelligence artificielle doit être un outil et non pas nous remplacer. Voilà. Si l'intelligence artificielle contrôle les données, professeur, qui va contrôler l'intelligence artificielle? Vous? Mais est-ce que le personnel actuel est qualifié pour utiliser l'intelligence artificielle? Mais vous revenez à ce que je vous disais tout à l'heure. Créons un système éducatif qui nous permet de contrôler l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas aujourd'hui un système éducatif compétent. Nous n'avons pas dans tous les domaines. Il faut revenir à la base. Et d'ailleurs, vous savez, en 1980, le président de la République était alors le colonel Denis Sassou Nguesso, président de la République, parce qu'il était président du PCT. Et à l'époque, ils avaient créé ce qu'on appelle l'école du peuple. L'école du peuple qui a disparu au moment de la conférence nationale. Dommage, mais c'était comme ça. Mais l'école du peuple préconisait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire mettre l'accent sur la formation technique, mettre l'accent sur la recherche, mettre l'accent sur la qualité de la formation et ramener au pays nos langues. C'était Lingala, Monukutuba qu'on devait enseigner à l'école. Mais c'était une vision qui était une vision pragmatique et surtout indispensable pour notre pays. Nous avons besoin de revenir à la recherche, à la technique, à l'autonomie. Voilà. Professeur, supposons que l'intelligence artificielle faisait partie du quotidien du personnel administratif, public tout comme privé. Comment est-ce qu'elle pourrait aider à détecter automatiquement la fraude ou le gaspillage d'argent avant qu'il ne soit trop tard? Par exemple, quelqu'un voudrait détourner des fonds. Comment est-ce que l'IA pourrait le détecter avant qu'il prenne la poudre des compétences? Non, mais là, je peux pas répondre à cette question. Je suis pas un spécialiste de l'IA, donc ça, c'est pas mon domaine. Vous en avez parlé, professeur. Je vous en ai parlé comme outil, oui, mais outil dans la gestion de projet, mais pas dans la détection des vols, la détection de... Non, ça c'est... Vous parlez de la transparence, professeur. La transparence, c'est tout ça. Il faut contrôler qui fait quoi, non, avec par exemple, les finances publiques. Non, quand je parle de transparence, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle. Le message est, dans la formation que je demande pour les ministres et dans les administrations, le PMBOK, ça serait bien d'introduire l'éthique. Déjà, vous parliez tout à l'heure de problèmes de tribalisme, tout ça. L'éthique, c'est un outil contre. Et la transparence. Mais la transparence, comment? Mais parce qu'on fait régulièrement des rapports sur l'état d'avancement du projet par rapport à ce qui avait été prévu à l'avance. C'est ça la transparence. On sait que l'argent public a été utilisé à bon escient. C'est ça la transparence. Mais c'est pas l'IA. Il peut être utilisé comme, il peut être un outil de contrôle, professeur. Ça, c'est pas mon domaine. D'accord, professeur. Merci au moins d'avoir répondu. Professeur, nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question. Vous allez certainement braquer la caméra qui est justement devant vous. On aimerait savoir si un directeur de cabinet quelconque se présentait à vous
S'il devait retenir un seul conseil, que lui diriez-vous sur la gestion d'un projet ministériel? Oh ben, je crois qu'il faut tenir compte, dans ce cas précis, des réalités locales. Le directeur de cabinet, c'est pas le décideur. Le directeur de cabinet, c'est celui qui doit opérationnaliser les choses. Le ministre décide. Le directeur de cabinet, on lui confie l'opérationnalisation. Il doit s'assurer que les directives du ministre vont être appliquées. Malheureusement, c'est pas lui qui va gérer les projets et les amener à leur terme. Celui qui dirige le comité de pilotage, c'est le ministre. Donc, je lui dirais, calmez-vous, c'est pas de votre faute si ça n'aboutit pas. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Manuel, sur la gestion des projets ministériels, où et comment sont procurés? Est-ce qu'il est disponible là? Il est disponible à la FNAC actuellement, à Brazzaville. Il est vendu là-bas. Merci beaucoup. À combien le prix? 20 000. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Une évocation tardive? Non, pas du tout. Non, non, je vous remercie pour l'invitation et puis voyons ce que ça va donner. Le plaisir était pour nous. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le professeur Thierry Anza, qui s'inscrit en pédagogue avec un manuel titré La gestion des projets ministériels. Merci de vous en procurer, de découvrir les richesses que propose cet ouvrage. Quant à nous, on se dit à très bientôt sur Tcheleka Média, plus loin que l'œil puisse voir.